La deuxième des choses à faire, c'est implémenter les entrées du formulaire. Ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, lier les labels aux entrées dans le HTML en utilisant les attributs for et id dans le code existant. Corriger le code HTML quand nécessaire. Utiliser du JavaScript pur pour terminer le formulaire. Le formulaire doit être valide quand l'utilisateur clique sur Submit. Les données doivent être saisies correctement. D'accord, donc là c'est un petit peu de validation. Le champ prénom à un minimum de 2 caractères n'est pas vide. Le champ du nom de famille à un minimum de 2 caractères n'est pas vide. L'adresse électronique est valide. Pour le nombre de concours, une valeur numérique est saisie. Un bouton radio est sélectionné. La case des conditions générales est cochée. L'autre case est facultative, peut être laissée décochée. Conserver les données du formulaire, ne pas effacer le formulaire lorsqu'il ne passe pas la validation. D'accord. Donc en gros tout ça c'est de la validation. On va commencer par la première des choses, c'est les labels. Alors c'est quoi les labels? J'en avais parlé dans la première vidéo. Les labels, en gros, ça veut dire que pour être plus sympa avec nos utilisateurs, on ne va pas les forcer à cliquer à l'intérieur du champ ici. On va leur dire que s'ils cliquent uniquement sur prénom, là, clac, on voudrait que ça sélectionne automatiquement le champ en question. Et bien c'est exactement ça que les labels y font. Puisque là, en gros, chacun de nos champs est censé avoir un ID. Si je regarde lui, vous voyez qu'il a un ID de first. Eh bien, notre label ici, là, le prénom, il faudrait qu'on lui donne for avec l'ID first. Donc on va faire ça avec le premier. Alors on va regarder le premier label. Voilà, c'est le prénom. Voilà. Alors je vois qu'ici on a un ID de first. Et ben donc du coup mon label, je vais lui dire que ce sera pour l'ID de first. Ah, for. Voilà. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Eh ben ça fait que maintenant, quand je clique dans prénom, hop, ça me sélectionne le champ automatiquement. Je crois que pour nom, on l'avait déjà fait. On va le faire pour email aussi. Alors, vous voyez qu'on l'avait déjà fait ici, on avait mis un for. Alors, pour le email, ça va être la même chose. Hein. On va lui dire for est égal à email, puisque c'est le nom de l'ID qu'on voit ici en page 94, en ligne 94. Ok, date de naissance, c'est pareil. Je vois que l'ID, c'est birth date, alors on va lui dire pareil que c'est partout, que c'est pareil pour le label. Form data, je vois qu'on a un label, un input, lui il s'appelle quantity, donc pareil, ce label, je vais lui dire for est égal à quantity. Ensuite, est-ce qu'on a encore un label? Oui, on a un label ici. Ah, lui il a déjà un for, très bien. Est-ce qu'on a un autre label? Oui, on a un label ici. Alors c'est intéressant, ça veut dire que quand on clique sur San Francisco, par exemple, on n'a pas besoin de cliquer sur le point, sur la radio elle-même. Vous voyez que sur San Francisco, c'est vu que c'est déjà en place, j'ai pas forcément besoin de cliquer sur le rond. Je peux cliquer sur le texte, voilà. Si je clique sur le texte, ça suffit. C'est à ça que ça sert les labels. Donc je vois que tous nos labels, ils ont un for ici maintenant. Donc ça, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai un for ici sur le label. Ok, donc on est bon au niveau du label. Parfait. J'ai quand même cherché label. Ouais, non, bon. Non, bon, écoutez. Voilà, on est bon maintenant. C'est-à-dire que là, maintenant, si je clique sur n'importe lesquels d'entre eux, je vois qu'automatiquement, ça sélectionne. Ok, parfait. Bon, alors, on est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on voulait faire? On voulait faire, donc, lier les labels, donc ça c'est fait. Ah, corriger le code HTML quand nécessaire. Ah, alors, effectivement, on n'a pas regardé ça. Alors, est-ce qu'il y avait des trucs bizarres? Alors, non. Il me semble qu'à un moment, on en avait vu un qui avait deux classes. Euh, classe form data, classe, ID, machin. Il me semble en avoir vu un tout à l'heure qui avait deux classes. Ah oui, mais on l'avait déjà supprimé. Voilà, regardez par exemple, lui, voilà, ce input, là, vous voyez, lui, il a deux classes. Il a classe button submit et classe button. Mais à mon avis, il y en a un des deux qui va écraser l'autre. Ça veut dire que là, si je regarde là mon input, là, lui, vous voyez qu'il a uniquement une classe de button submit. Pourquoi? Parce que, en fait, apparemment, c'est uniquement la première qui est prise en compte. Ça veut dire que peut-être que si je déplace la première au-dessus, il aura une classe de button, je devine. Je regarde, voilà, effectivement, vous voyez que lui, maintenant, il a une classe de button. Donc, écoutez, vu qu'il est censé avoir une classe button submit et une classe de button, donc soit on va mettre les deux à l'intérieur, je pense que lui, voilà, je vais le mettre à l'intérieur comme ça. Donc là, maintenant, il aura bien ces deux classes. Voilà, si je regarde le button submit, voilà, donc c'est lui. Là, maintenant, on voit bien qu'il a nos deux classes, button submit et button. Mais je vais quand même vérifier qu'il a vraiment besoin de cette classe-là, parce que je vois que en CSS, je vois qu'il a des styles ici pour button submit, mais pour button, je vois que toutes les classes de button ont été écrasées
Pourquoi? Ah d'accord, parce qu'en fait, button submit, toutes les propriétés vont écraser button. D'accord. Ok. Bon, je vais pas supprimer button, mais bon, là on va garder les deux comme ça. Mais donc voilà, on était censé avoir un seul attribut classe et pas deux. Parfait. Alors qu'est-ce qu'on était censé faire maintenant de la validation? La validation, c'est le formulaire doit être valide quand l'utilisateur clique sur Submit. Alors le champ prénom à un minimum de 2 caractères n'est pas vide. Alors comment est-ce qu'on pourrait faire? Alors la validation en HTML c'est toujours un petit peu chiant en tant que je me souvienne. On va chercher notre forme ici, on a un input. Ah, je vois qu'on a un minimum length de 2, très bien. Mais il me semble que ça marche quand même. Malheureusement, là, pour l'instant, ça marche. On arrive à soumettre le formulaire, même si on n'a pas de prénom. Vous voyez que là, si je fais c'est parti, et que je regarde le network, il va me faire la requête. Paf, vous voyez, il me l'a faite quand même. Et là, dans le first, il n'y a rien. Et, alors, et pourtant, on lui avait dit un minimum length de 2, et donc à mon avis, je pense qu'on est censé mettre voilà, un required. Et required, ça veut dire que bah, là, si on n'a pas de... S'il n'est pas... voilà, enfin, c'est-à-dire qu'il est required, quoi. Là, je vais essayer ça, on va voir. C'est parti, hop, voilà. Et là, automatiquement, mon browser me dit Please fill out this field. Alors là, je vais lui mettre juste un caractère. Ah, et depuis qu'il est required, là, maintenant, il me dit S'il te plaît, au moins 2 caractères. Voilà. Et là, on est bon. Très bien. Alors, champ prénom minimum de 2 caractères n'est pas vide. Le nom de famille, c'est pareil, 2 caractères n'est pas vide. Alors, on va faire pareil pour l'autre. Donc, on va lui dire, bah, lui, le nom, bah, pareil, on va lui dire minLength 2, et puis on ne va pas oublier de le mettre le required. Je découvre au passage que le minLength, eh ben, il va uniquement être évalué si vous avez un required, ce qui est assez bizarre, mais bon, on découvre des choses tous les jours. L'adresse électronique est valide. Alors ça, c'est une bonne question. Il est de type email, et alors je sais pas comment est-ce qu'on va valider ça. Bon, déjà, je pense qu'on va mettre un required, et qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Bon, déjà, je vais mettre. J'ai juste mis un required et il est. De toute façon, on a mis un type email. Et donc, je pense que quand vous mettez un type email, lui va faire. Votre navigateur tout seul va faire un calcul. Je vais essayer ça, voir si ça marche. Voilà. Please include an at in the email address. Add is missing an at. Très bien. Donc, je rajoute un at. Ah, il dit c'est incomplet. Ok. Je fais ça. Ah d'accord, donc en gros, il vérifie juste qu'il y a un at, mais il vérifie pas derrière qu'il y a un .com ou quelque chose. Bon, bah écoutez, moi il me semble que ça suffit quand même. L'adresse électronique est valide. Éventuellement, est-ce qu'on pourrait peut-être ajouter une regex? On va voir HTML form input type email regex ou alors validation. On va quand même chercher. Est-ce qu'on a de la validation par défaut? Ah bah voilà, vous voyez, on peut lui dire input type email. Ah, et on peut lui mettre un pattern. D'accord. Donc là, en fait, dans le pattern, vous pouvez lui mettre une regex. Et alors le pattern, ce sera... Je crois que le point, ça veut dire ce que vous voulez. Plus, ça veut dire qu'il faut qu'il y en ait au moins un. Donc il faut qu'il y ait au moins un caractère. Arrobase globex. Et alors là, le point, comme c'est pas le même point que à gauche, c'est pas le point qui veut dire n'importe quoi, on lui met un anti-slash. C'est ce qu'on appelle un escape character. Ouais. En gros, là, ce qu'on pourrait lui dire, pour le pattern, on pourrait lui dire qu'on voudrait au moins un point et un caractère derrière. Donc on pourrait faire un truc comme ça, peut-être. Je vais copier ce pattern-là. Et puis là, donc je vais lui dire, on va lui dire alors point plus. Et ensuite, derrière, on veut un point. Et ensuite un point plus, un truc comme ça. Est-ce que ça marcherait? Je suis pas très bon en regex, hein. Personne n'est très bon en regex. Mais je pense qu'on pourrait faire un truc comme ça. Ça veut dire que là maintenant, si je fais hop, 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 hop. Alors avant A at B, il acceptait. Est-ce qu'il va accepter maintenant? Voilà, là il va pas être d'accord. Si je mets un point, c'est pas bon. Et là, si je mets autre chose, là c'est bon. Ok, parfait. Donc là, je lui ai mis un petit pattern, voilà. En gros, bon, si vous connaissez séparer les regex, c'est pas très important. Là, en gros, je lui ai dit qu'il faut que ce soit de forme A at B.c. Ok, alors qu'est-ce qu'on voulait faire sur l'autre
Pour le nombre de concours, une valeur numérique est saisie. Alors le nombre de concours, c'est quoi? À combat de tournoi. Vous voyez, ils avaient dit concours et là c'est tournoi. C'est important d'être précis dans les termes. Si c'est tournoi, c'est pas concours. Alors, qu'est-ce qu'on était? Label for quantity, type est égal à number. Oui, mais... Ouais, type est égal à number. Moi, il me semble que c'est bon. Je vais quand même mettre un required pour être sûr que ça passe la validation. Et on va voir maintenant, est-ce que ça marche si je lui dis, dire hop, a@p.com. Et puis si je lui mets si je lui mets un E, est-ce qu'il va marcher? Non, il me dit please enter a number. Ok, très bien. Si j'enlève le required, est-ce que ça marche? On va voir. Ça m'énerve ce machin, à chaque fois, il faut que je clique pour qu'il se réouvre. Attendez, vous savez ce que je vais faire? 5 minutes. Dans mon modal.css, je vais lui dire que par défaut, il sera en... Je vais copier cette ligne-là. Et je vais lui dire que par défaut, il sera en display block. Comme ça, j'aurai pas besoin de cliquer. Voilà. Quand la page se recharge, ce sera automatiquement ouvert. Alors là, je vais mettre un A. Ah non, je vais mettre un E, voilà. Et alors, qu'est-ce qu'il me dit? Est-ce que ça marche? Non, please enter a number. D'accord. Donc en fait, il n'y avait pas besoin de mettre un required, ça marchait déjà comme ça par défaut. Très bien. Alors, l'adresse électronique est valide, on a fait. Nombre de concours de valeur numérique ici. Un bouton radio est sélectionné. Ok. Alors là, effectivement, on n'a aucun bouton radio qui est sélectionné. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Ça, j'ai aucune idée. On va voir ça ensemble. Alors, form data, input, class checkbox input. Alors, donc là, on a un tas de radios. Elles ont toutes une classe de checkbox input. Ok. Et qu'est-ce qu'on a aussi? À quel tournoi alors? On a un div de classe form data. D'accord. Ah, je vois qu'en fait, toutes les différentes sections, elles ont toutes une classe de form data. C'est pas super, hein. Et c'est quoi ce form data? Qu'est-ce que ça fait? Ah bah, elles ont aucun style ces form data. Pourquoi est-ce qu'on a des classes si on n'utilise pas le style alors? Ah, c'est pour le JavaScript. Ok. C'est les inputs, d'accord. En gros, il va les chercher. Ah là là, ça c'est pas très bien, hein. C'est pas très bien d'utiliser des classes s'il n'y a pas de CSS dedans. Normalement, on utiliserait plutôt des data attributes, hein. Ouais. Le data attribute, c'est au lieu de mettre une classe, vous lui mettez data-ce que vous voulez. Et donc, par exemple, form data. Voilà. Data, form data, c'est mieux. Et ensuite, au lieu de chercher avec un point, vous cherchez juste entre crochets et puis vous mettez data-form data. Et au moins, ça vous permet de ne pas avoir à utiliser des classes CSS puisque vous n'allez pas utiliser de CSS puisque vous n'avez pas ici il n'y a pas de CSS. Ok, on fera ça un peu plus tard parce que là c'est pas très important. Donc moi ce que je voulais faire c'était vérifier qu'il y avait au moins un de ces machins là qui était sélectionné. Ok, alors qu'est-ce qui se passe actuellement si j'ai rien qui est sélectionné? On va quand même lancer tout ça, on va mettre ça, voilà, je vais mettre 1. Alors qu'est-ce qui se passe là si je sélectionne rien et que je clique c'est parti? Qu'est-ce qu'il me dit? Je vois quantity 1, first, last, email, birthday, quantity. Alors déjà, c'est super bizarre parce que ça sert à rien de sélectionner ces boutons-là puisque ça va pas être envoyé au serveur. Ça veut dire que ça va juste rester sur l'ordinateur du client et nous, on ne saura jamais sur quoi il a cliqué. Donc pour moi, ce formulaire, il est mal foutu, hein, parce que ça, c'est un formulaire qui est pas où tous les champs ne sont pas contrôlés. Euh, c'est un peu bizarre. Un bouton radio est sélectionné. Pour moi, il faudrait quand même que. Alors déjà, je comprends pas pourquoi est-ce que on n'a pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand on fabrique ça en gros? Je vois qu'on a quelque chose qui va nous fabriquer des query strings. Et à quel moment est-ce que ça va être fabriqué déjà? Alors, si je devine que c'est quand on clique tout à la fin. Moi, ce que je cherche à comprendre, c'est comment est-ce que cette chaîne de caractères elle est fabriquée là, hein. Cette chaîne de caractères qui nous est envoyée quand on clique sur soumettre, qui est-ce qui la fabrique? Je vois que c'est quand on classe sur le class, type, value. Ok, donc en fait, d'après ce que je comprends, je crois que c'est sur la balise form elle-même. Non, alors attendez, hop. Voilà. Action index.html, méthode get. Ok, name égale à reserve. Et alors pourquoi est-ce qu'il y en a qui n'ont pas voilà, je vois qu'il y a des champs qui n'ont pas été générés par le form.
Donc ça, on va chercher form fields missing in a request. Ok. Missing fields. I'm showing this one. Blah blah blah. Indeed. Ah, voilà. The answer was quite straightforward. I didn't specify a name attribute for my input fields. Voilà. Donc en fait, votre formulaire, c'est pas seulement tout. Vos inputs doivent bien. Donc c'est bien de leur avoir qu'ils aient un type. Éventuellement, vous pouvez leur mettre un ID histoire que le label puisse vous aider l'utilisateur à cliquer dessus. Mais si vous n'avez pas de name, eh ben, ils ne seront pas dans le formulaire qui sera généré à la fin, dans la chaîne de caractères. Et effectivement, vous voyez que là, je vois qu'on a des names un peu partout. Je vois qu'on a name first. Je vois qu'on a name last. Et par contre, eh ben, on dirait que pour les boutons radio, il n'y a pas. Alors, input form data. À quel tournoi souhaiteriez-vous participer cette année? Et donc, ah, je vois name est égal à location. Ok. Ah, ils ont bien une location. D'accord, donc ils avaient bien un name, mais par contre, en fait, quand on clique pas dessus, en fait, il va pas le mettre dans la string. Là, regardez, là, on voit qu'il y a first, last email, birthday. Mais par contre, là, si je... Ah, attendez, hop, on va faire comme ça. Hop. Maintenant, on va resoumettre. Et là, on a bien la location, d'accord, parce qu'il fallait cliquer dessus. D'accord, donc en fait, excusez-moi, donc en fait, c'est pas qu'il n'est pas contrôlé, ce formulaire, c'est que il fallait que ce soit required sur les boutons radio. Alors, comment est-ce qu'on va faire un required sur les boutons radio? On peut pas mettre un required sur New York, parce qu'on ne peut pas obliger les gens à utiliser New York. Mais alors, ben, on va chercher, hein, form radio required, on va voir qu'est-ce qu'on pourrait faire là-dedans. Alors, input type radio required égale required. Alors, TLDR, set the required attribute for at least one input of the radio group. D'accord, donc apparemment, il faut mettre un required sur un seul des éléments. D'accord, donc en fait, quand vous avez plusieurs inputs radio qui sont à peu près au même niveau, enfin qui sont au même niveau, il suffit juste de mettre required sur un bouton radio et apparemment ça vous oblige à... Ok, ça c'est bizarre, mais on va prendre le premier, on va lui mettre un required. Donc normalement je ne devrais pas être capable maintenant de resoumettre ce formulaire si j'ai pas quelque chose de sélectionné. Alors on va essayer comme ça, on va voir ce que ça va donner. Hop, je clique et voilà. Par contre ça aurait été sympa qu'il nous donne un petit peu un petit feedback. Parce que là, si je regarde dans la console, ah, an invalid form control with name location is not focusable. Ouais, d'accord. Bon, c'est bien d'avoir ça dans la console, mais nous, ce qu'on voudrait, c'est quand même dire à l'utilisateur qu'il faut qu'il sélectionne quelque chose. Ouais. Alors, on va chercher HTML form radio required feedback, histoire d'avoir un petit feedback visuel. Alors, on va faire comme ça. Alors, setting required for all inputs is more clear, but not necessarily necessary. Ok. Bla bla bla. Qu'est-ce qu'il dit? Required est égal à required, and then validation worked fine. Lui, mais required est égal à required. Je connaissais pas ça. On va voir si ça marche, ça. Required est égal à required. On y retourne. On essaye. Hop. Non, là, il nous dit rien. Bon, ça marche bien, mais c'est juste que l'utilisateur ne saura pas pourquoi ça marche pas. Il serait quand même mieux qu'on lui mette un petit bouton qui lui dit qu'il y a quelque chose qui est required. Bon, dans le doute, je vais quand même mettre un required sur tous les radios. Donc là, on va le mettre sur Seattle, puis sur Chicago, puis sur Boston, puis sur Portland. Est-ce que ça nous aiderait? On va voir. Hop. Non, ça ne nous aide toujours pas. Ok. Radio button equal in yours required attribute. Code in machin. Ok. You should change your code to this. On change. ID guess required. Using the required attribute. Alors lui, il veut le faire ça de manière dynamique, mais c'est pas trop notre truc.
Ok, display validation, voilà, bah c'est ça, display validation message for radio buttons. Ok, alors lui il fait tout avec JavaScript pour afficher lui-même des trucs. Ok, c'est pas trop ça. Bon, on va quand même chercher visual validation pour radio form. Et puis on va voir ce que les gens y vont faire. Form validation. Alors ça c'est du C#, c'est pas nous. Form validation radio button. You can simply add a required, it will trigger native validation. Ok. Native validation, mais sauf que moi je le vois pas, hein, le native validation. Work awesome, comment est-ce que lui il a fait? Value to select, selected. Ah, selected est égal à selected. Ah non, mais lui ça c'est un drop down, lui il fait un select option. Le select option c'est pas du radio, c'est un drop down. Ok, I have this JavaScript. Alors lui il a un truc bien compliqué. Then only have to make the first one to have checked true. Ah oui. Oui, en fait, ce qu'on pourrait faire tout simplement, c'est de prendre le premier et de lui mettre un checked qui est égal à true. Apparemment, les radio buttons, ils ont aussi une propriété qui s'appelle checked. Donc, on va prendre le premier, voilà, le New York. On va lui dire checked est égal à true. Ça veut dire que maintenant, là, voilà, par défaut, vous avez vu que maintenant New York il est sélectionné. Donc là maintenant, en fait, ça force un élément à être sélectionné. Bon, bah écoutez, c'est pas mal comme ça. Très bien. Alors le bouton radio est sélectionné, la case des conditions générales est cochée, l'autre case est facultative, peut être laissée décochée. Donc à la limite, si l'autre case est facultative, ben, on n'en a pas besoin. Par contre, ce serait bien de savoir quand même quelle est sa valeur, parce que là je vous rappelle que là quand on regarde le network et qu'on valide quelque chose, là on va faire par exemple, hop, si je mets un c'est parti, voilà, si je regarde ça, vous voyez que j'ai aucune information. Donc là, j'ai first, last, email, birth date, quantity, New York. Mais vous voyez que, alors déjà, le birth date, il aurait pu être required, hein, au passage. Donc je vais prendre le birth date. Pareil, je vais lui dire qu'il pourrait être required. Et puis d'autre part, ce que je voudrais aussi, c'est que on puisse voir qu'est-ce qui a été sélectionné ou pas. Et donc je pense que là, en fait, c'est un petit peu comme on avait vu avant. Il faut avoir un name, un attribut name dans les inputs qu'on veut voir être envoyés au serveur. Alors là, je vois donc c'est checkbox input. Ah, donc je vois que par défaut, il est checked. Et ben lui, on va lui donner un name aussi, hein. Donc par exemple, on va lui dire name et on va l'appeler accepted conditions. Et puis sinon, alors l'autre input c'est quoi? Donc je vois qu'il a un class, un type, un ID. Pareil, on va lui rajouter un name pour qu'on puisse le voir dans la requête HTTP. Et alors lui, je souhaite être prévenu des prochains événements. Et ben lui, on va lui mettre un name et on va l'appeler par exemple newsletter. Là maintenant, quelle que soit la valeur de ces champs, on devrait pouvoir les voir dans la requête HTTP. On va faire ça. Donc là, j'en ai un qui est sélectionné, l'autre qui est pas sélectionné. On va faire ça, on regarde. Et là, voilà, j'ai bien accepted conditions qui est on. Donc il a bien cliqué la première. Ah, par contre, l'autre, il l'a pas cliqué. Du coup, ça n'a pas fait partie du... D'accord. Ça n'a pas fait partie de la requête HTTP. Donc apparemment, en fait, il l'envoie uniquement si elle est sélectionnée par défaut. C'est intéressant. Est-ce qu'on a envie de garder ce comportement? Moi, il me semble que j'aurais bien aimé savoir si elle n'était pas sélectionnée. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce que, pareil, on pourrait lui dire je souhaite être prévenu des prochains événements? Il y a deux jeux déjà. Alors attendez, j'en enlève un des deux. Voilà, donc c'est un input type newsletter. Est-ce que ça marche si je lui dis checked est égal à true? Voilà, donc par défaut, les deux sont sélectionnés. Et puis, ça commence à m'énerver d'avoir à taper ça à chaque fois. Vous savez ce que je vais faire? J'aurais dû le faire depuis plus longtemps. Par défaut, on enlèvera ça, hein. Alors le prénom, voilà. Parce que j'ai pas envie de taper ça à chaque fois. Donc je vais taper value ben. Voilà. Le last value, ça va être Regen. Email, pareil, je vais lui mettre par défaut le value, ça va être mon adresse mail.
Euh, value by default, voilà, ça va être ça. Voilà, donc maintenant, à chaque fois que je recharge la page, à combien de tournois, où est-ce qu'il était? À combien de tournois? Label input, voilà. Par défaut, je vais mettre une valeur de 1. Voilà, parce que sinon, à chaque fois, là, on va perdre des heures à sélectionner des machins. On aurait dû faire ça dès le tout début. Voilà, donc maintenant, on recharge la page. Non seulement la modale est ouverte, mais en plus, il y a toutes les informations. C'est comme ça qu'on aurait dû faire depuis le tout début. Ok, alors maintenant, qu'est-ce qui se passe quand je clique c'est parti? Donc, je vois que par défaut, on a bien accepted conditions qui est on et newsletter qui est on. Maintenant, il se passe quoi si j'en désélectionne une? Est-ce qu'elle fera partie de la requête? Non, elle sera partie de la requête. Ok. Bon, bah écoutez, à la limite, c'est pas très grave. Moi, il me semble que le fait que l'absence. Normalement, on fera jamais ça avec du code HTML en dur comme ça. Normalement, on a des composants React où on peut vraiment fabriquer notre propre objet à envoyer en requête HTTP. Donc, je pense pour ma part que c'est pas un très gros problème. On peut garder les choses comme ça. Ok. On va juste retirer le. Par défaut, on a vu qu'il était checked. Nous, on a dit que par défaut, on serait un checked de true. On n'a pas besoin qu'il soit checked de true. Voilà. Et là, il me semble qu'on est bon, hein. Qu'est-ce qu'il fallait faire? La case des conditions générales est cochée, l'autre case est facultative, peut être laissée décochée. Alors, le truc, c'est que si il n'a pas coché qu'il était d'accord, je pense pas qu'il faut qu'il soit d'accord. Il faut pas qu'on puisse l'autoriser à valider. Ça veut dire, ah non, mais il y a déjà un required. Parce que pour moi, s'il n'a pas accepté les conditions, il ne devrait pas être capable de cliquer ça. Et là, on voit que bah, j'ai l'impression qu'il y a quand même une requête qui s'est faite. Si je fais hop, qu'est-ce qui se passe maintenant? Voilà, en fait, il a quand même fait une requête alors que ce n'était pas, alors que, bah, alors qu'il a désélectionné, il n'était pas d'accord, donc il n'aurait pas dû être capable de s'inscrire. Si je fais ça à nouveau, vous voyez que là, dans le index.html, là, voilà, vous voyez qu'il m'a quand même envoyé ça dans une requête HTTP, alors que nous, ce qu'on voulait, c'était bah, lui interdire de faire ça. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Je vois que dans le checkbox 1, required, alors, eh ben, comment est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait lui dire euh, HTML form checkbox required true. On va voir qu'est-ce qui se passe si on fait comme ça. MyCheck.required true. Alors c'est pas ça. Required est égal à required. J'arrive pas à trouver. Alors on va faire différemment. On va le dire prevent form submission on unchecked checkbox. Voilà. Prevent form submission on unchecked checkbox. Et on va voir si on peut faire ça de manière native avec le browser ou si on est obligé d'utiliser du code un peu plus compliqué, un peu plus complexe que ça. Lui, donc je vois qu'il a mis du jQuery, il a mis un event listener. C'est pas trop ce que je voulais faire. Là, pareil, c'est du jQuery. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà, en fait, il fait vraiment sa vérification manuelle au lieu d'utiliser les propriétés natives du browser. If machin is checked, .prevent default. Ah! Oui, alors oui, il y a peut-être une méthode. C'est intéressant. Euh, ouais, j'ai une petite idée. J'ai une petite idée. Ah tiens alors, disabled. Ah tiens, il y a un disabled ici. Hmm, alors, attends, est-ce qu'on pourrait mettre disabled? On va essayer on va essayer un truc. Span ID, class bookit, ID bookit. Ok, my take on this, hope this help. On va voir comment lui il fait. Voilà, donc lui en fait je vois ce qu'il fait. Alors ça c'est du jQuery, hein, c'est vraiment du très vieux code, mais je vois que lui en fait il va rajouter un attribut disabled après une vérification. Ok, bah écoutez on peut faire ça. Vous voyez qu'en fait si vous regardez votre bouton là, vous voyez que donc il a des classes CSS machin tout ça, mais donc tous les trucs CSS ce sera dans un attribut qui s'appelle class, il y a aussi un attribut qui s'appelle type et un attribut qui s'appelle value. On pourrait lui rajouter un attribut qui s'appelle disabled. Hop. Et alors là, tiens, c'est marrant. Ah,
Ah, ils sont chiants avec leurs deux boutons. Là, je suis sûr que j'ai mis le machin sur le mauvais bouton, là. Attendez. Non, attendez, on va fermer. Est-ce que c'est comme ça? Attendez. Ah. Non, donc, oui, voilà, donc c'est lui. Ah là, il est en disabled. Alors, est-ce que je peux cliquer dessus? Ah voilà, donc, attends, excusez-moi, je suis désolé. Non, je me suis énervé pour rien. Là, en fait, bon, on le voit pas parce que au niveau du CSS, on le voit pas, mais normalement, quand il est disabled, voilà, on pourrait, avoir un petit feedback visuel. Mais là, en gros, là, je suis en train de cliquer dessus et ça marche pas. Pourquoi? Parce que j'ai mis un disabled. Donc, éventuellement, ce que je pourrais faire, c'est mettre un petit listener sur cette checkbox et je lui dis que si cette checkbox n'est pas checkée, eh bien, on va disable ce bouton. Alors allons-y, pour commencer, je vais aller voir ce bouton. Alors c'est button submit, hein. Alors au passage, vu que ces imbéciles ils ont mis deux boutons, il faut quand même vérifier qu'ils ont tous les deux la même classe button submit. Voilà, et là je vois qu'il y en a un CLD2 qui l'a. Alors, est-ce qu'il y avait un autre? C'est parti. Ah, merde. La merde, c'est quoi ça? On va faire partie. Ah non, attendez. Attends, button submit, type submit. Est-ce qu'ils en ont. Combien ils en ont des type submit? On dirait qu'on a un seul. Bon, ok, très bien. Bon, moi je vais aller là dans ma classe, ici, là, dans mon button submit. Et dans mon button submit, on va lui dire. Alors, histoire qu'on puisse bien le voir, vous savez que vous avez des pseudo-classes. Et donc, par exemple, là, lui, par exemple, on va cliquer là et on va lui mettre, on va forcer un état, par exemple, de hover. Et vous avez vu qu'en fait, hover, c'est quand vous avez la souris qui passe dessus. Vous voyez que quand on a la souris qui passe dessus, lui, il passe en bleu. On va forcer ici cet état là en hover pour que vous puissiez le voir. Voilà. Et là, vous voyez qu'en button 2.hover, on a un background qui est bleu. Alors, c'est quoi ce 2 points? Ce 2 points, c'est une pseudo-classe. En gros, c'est uniquement une classe qui va renvoyer un booléen. Et en gros, le 2.hover, ça veut dire est-ce que oui ou non on est hover. Et donc, si un bouton a oui, il est hover, et il va passer en bleu. Alors, nous, le hover, on s'en fout. Il me semble que le disabled, c'est pas un state. Mais il me semble que je crois que pour le button submit, je crois que c'est disabled. Je sais pas si ça marche, hein. S'il est disabled, voilà, on va lui mettre en gris. Alors, et on va voir si la pseudo-classe 2.disabled marche. Alors, je vais prendre lui, et puis je vais lui mettre qu'il va se mettre en disabled. Voilà, très bien. Et vous voyez que quand il est en disabled, voilà, il est passé en gris. Bah, c'est bien. J'aimerais bien lui rajouter J'aimerais bien lui rajouter encore d'autres petits trucs. Par exemple, l'opacité, on pourrait la baisser. Opacity 0,5. Ah ouais, non, non, pas top en fait. Par contre, la couleur, on pourrait peut-être faire autre chose que du noir. C'est quoi 0,0? On pourrait faire autre chose peut-être, un truc un peu plus... un truc comme ça. Ouais, voilà, un peu gris. Et puis, j'aimerais bien aussi lui mettre un curseur interdit. Not allowed, voilà, cursor not allowed. Et là, en fait, maintenant, quand je passe la souris dessus, vous voyez que je ne peux pas cliquer dessus. Voilà. Donc là, maintenant, à chaque fois que j'ai donc ce bouton submit qui a un attribut disabled, eh ben, je ne pourrai pas cliquer dessus puisque j'ai un curseur not allowed. D'ailleurs, même si je passe avec... Est-ce que si j'y vais avec le clavier, je peux y arriver? Attendez, on va voir. Attendez, je vais faire comme ça. Hop. Non. Attendez. Hop. Tac, tac. Tac, tac. Ah, il est pas très bon, pas très user-friendly, je peux pas naviguer au clavier. Mais bon, normalement, là, vous voyez, il suffit de mettre le bouton disabled et on pourra pas faire un submit sur on pourra pas faire un submit sur le formulaire. Très bien, donc maintenant il ne nous reste plus qu'à mettre un disable sur ce bouton. Donc là, pour l'instant, donc quand la page se charge, voilà, on a tout qui est comme ça. Et ce qu'il faudrait, c'est que dès que je désélectionne cette boîte-là, ce bouton devienne disabled. Alors,
je pense qu'on pourrait aller chercher lui là. Voilà, il s'appelle checkbox icon. Alors checkbox 2 label. Ok. Checkbox 2 label, on va le chercher. Alors il est où? Alors j'en ai deux, des checkbox 2 label. Donc lui c'est checkbox 1. Alors où est-ce qu'il est? Donc ce input. Voilà, il a un ID de checkbox 1. Ok. Donc on va aller le chercher lui dans notre JavaScript. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle modal.js? Enfin, ça n'a pas vraiment. Pour moi, le formulaire, il n'a rien à voir avec la modale, hein. Il se trouve que le formulaire est dans une modale, mais on va pas mettre des données de formulaire dans un fichier qui s'appelle modal. Ça, c'est encore une fois, c'est une mauvaise convention de nommage, ça. Enfin bon. Ok, donc on va lui dire, comment est-ce qu'on avait dit qu'il s'appelait const conditions accepted checkbox est égal à checkbox 1 avec le dièse, hein, pour dire que c'est bien un ID. Et alors, pareil, on va devoir mettre un event listener dessus. Donc faire condition accepted.checkbox. Voilà. Et là, automatiquement, vous voyez qu'il me dit attention, c'est peut-être nul. Donc tout de suite, je vais lui dire attention, if condition accepted checkbox est égal à nul, immédiatement, throw new error, no checkbox found. Voilà. Donc là maintenant, et ça veut dire que dès qu'on throw, ça veut dire que le code arrête de s'exécuter. Donc si on passe à la ligne d'après, ça veut dire que je sais que la checkbox est sur la page. On va mettre un add event listener. Alors au passage, vous avez vu que c'est pas un click, hein, on a mis un change. Alors c'est quoi la différence? C'est que le click ça se fait à la souris et que le change ça peut aussi se faire au clavier. Alors là, qu'est-ce qu'on va mettre dans la fonction? Eh ben, on va juste lui dire, par exemple, console.log, ok, checkbox change. Et donc maintenant, à chaque fois que je vais là, je vais aller dans ma console, je vais cliquer là, et on voit qu'à chaque fois, eh bien, on est bon. Eh ben, tout ce qu'on pourrait faire maintenant, c'est que, eh ben, si elle est... Alors, est-ce qu'on pourrait faire un toggle? Je ne sais pas si on pourrait faire un toggle. Bon, on va avoir... normalement, alors autant que je me souvienne, pour voir si elle est checkée, on peut prendre l'event. Alors en fait, cette fonction-là qu'on est en train de passer, vous savez quoi, je vais l'extraire. Je vais l'extraire ailleurs. Je vais l'appeler fonction toggle. Je vais lui dire check if conditions accepted. Voilà, on va faire comme ça. Et puis je vais la passer ici, là. Au lieu de la définir directement là-dedans, ce sera peut-être plus visible de faire comme ça. Alors dans fonction check if conditions accepted, cette fonction, elle va être triggered à chaque fois que le condition accepted checkbox change. Donc je vais mettre un console log dedans, par exemple, pour que vous voyez que ça marche bien. Console.log check if conditions are accepted. Je vais rajouter un plus date.now, comme ça on le verra changer à chaque fois qu'on clique dessus. Donc maintenant, vous voyez, à chaque fois que je clique là, hop, 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 voilà, très bien, on est bon. Alors ensuite, moi, ce que je voudrais, c'est savoir si elle est checkée ou pas, parce que là, j'ai aucun moyen de savoir si elle est checkée. Alors le truc, c'est que ça, c'est ce qu'on appelle un callback. Donc en gros, add event listener, on lui a passé une string change, et on lui a passé une fonction ici, qui est un callback. Et c'est lui qui va l'appeler, et quand il l'appelle, en fait, il va lui passer un événement. Et en fait, l'événement, en général, on peut l'appeler E, ou bien EV, ou bien event. Et on va loguer cet événement pour voir à quoi il ressemble. Oups, pardon. Voilà. Et maintenant, on va loguer cet event. Voilà. Et à chaque fois, vous voyez que là, on a un event. Et dans le event, si on le regarde, on voit pas mal de trucs. Donc par exemple, is trusted, ça veut dire est-ce qu'on est sûr que ça vient d'une vraie interaction utilisateur? Oui. Et alors, un truc qui est très intéressant, c'est il y a le target. Et c'est quoi le target? Le target, c'est l'événement qui a été cliqué. Donc là, par exemple, regardez, si je prends le dernier, je vais prendre le target. Ah. Voilà, donc en gros, il m'a donné le lien vers cette checkbox. Alors, attendez, donc je vais dire. Donc là, je vais lui dire, au lieu de. On va regarder, hop, const target est égal à event
event.target. Et puis je vais lui demander de loguer la target. Maintenant, il va me loguer pas l'événement, mais il va me loguer l'élément lui-même. Vous voyez, là, c'est la checkbox en question. Alors, je ne sais pas pourquoi on ne la voit pas quand je survole, mais bon. Et puis, maintenant, je vais lui dire, en fait, cette checkbox, si vous regardez, alors je vais faire un $0 à nouveau. Voilà, donc c'est bien elle. Vous voyez qu'en fait, elle a beaucoup de propriétés, dont une qui s'appelle value. Value. Voilà. Ah, et apparemment la valeur c'est on. D'accord. C'est bizarre. Et alors si je prends... Et l'autre, lui, c'est quoi sa valeur? Si je prends lui... Attendez, voilà. Je vais prendre lui, voilà. Maintenant à nouveau je vais faire $0. Voilà, donc là c'est le deuxième. Et lui, c'est quoi sa value? Lui, c'est sa value, c'est on. D'accord. Et alors, est-ce que je peux lui passer à off? On va voir. Non, je sais pas. Ok. Bon, de toute façon, nous, on n'a pas l'intention de changer la valeur de cette checkbox avec JavaScript. Nous, tout ce qu'on veut voir, c'est sa valeur. Donc, en gros, ce que je vais lui dire, c'est que, en gros, on veut event.target.value. Et puis, on va l'appeler isChecked, par exemple. Et puis, on va loguer le isChecked. Donc, c'est event.target.value, c'est un truc que vous allez beaucoup utiliser. Et maintenant, on va regarder à nouveau. Qu'est-ce qui se passe quand je clique là? Le on. On. Ah, ok, c'est bizarre. Alors, comment est-ce qu'on fait pour event listener is checkbox checked? On va regarder comment est-ce qu'ils font ça. Moi, il me semblait que c'était bon de faire... c'est peut-être... C'est pas value, pardon. Je crois que c'est checked. Je crois que c'est checked. On va regarder, hein. HTML, MDN, input, checkbox. Et on va regarder les différents attributs de l'input type checkbox dans HTML. Allez, on va sur le site officiel, donc on va sur MDN, et puis on va regarder, voilà, donc on a un name, value, alors attendez, hein, moi, là on est en checkbox, et alors si on cherche, voilà, très bien, en fait voilà, additional attribute, voilà c'est checked. En fait, nous, ce qu'on voulait pas... Ah, en fait, moi, je regardais la value. The value attribute is one of all inputs shared. However, it serves a special purpose for the inputs. Ah, d'accord. When a form is submitted, only checkboxes which are currently checked are submitted to the server. Donc, en fait, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. C'est uniquement celles qui sont checked sont envoyées au serveur et toutes les autres ne sont pas envoyées. D'accord. C'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est que c'est pas le value dont on a besoin, c'est le checked. Donc en fait, effectivement, nous ce qu'on va regarder, c'est plutôt isChecked, ce sera plutôt event.target.checked. Voilà. Et maintenant, on va regarder qu'est-ce qui se passe. Voilà. False true, false true, false true, false true. Très bien. Bon, bah c'est parfait. Et maintenant, ce qu'on voudrait voir, c'est que, regardez, si la nouvelle valeur c'est faux, donc imaginez que je désélectionne, hop, je vois que le isChecked, il est false. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que si on a un isChecked qui est false, tout simplement, je voudrais désactiver ce bouton. On va faire comme ça. Et alors, on va lui dire, if not is checked. Comment est-ce qu'on va lui dire qu'est-ce qu'on va lui dire pour le bouton? Alors, c'est quoi le submit button? Est-ce qu'on a un submit button par ici? Alors, on dirait que c'est lui. C'est button submit. Est-ce qu'on l'avait quelque part ici? Non, bon, on va le chercher là. Submit button. Voilà. Alors à nouveau, on va lui dire si on le trouve pas, no submit error button found. Voilà. On va dire if is checked. S'il n'est pas checké, on va lui dire submit.button.disable est égal à true. Ah, là il me dit attention, il est peut-être, il n'existe pas. Bon alors attendez, peut-être que je vais déplacer cette ligne là dans ma fonction ici. Ah, alors là c'est la même chose, il dit ça n'existe pas sur le type élément. Ok. Et alors peut-être que comment le disabled ça marche pas directement comme ça. Il faudrait changer l'attribut disabled. Ok, alors attends. JS change element attribute et on va voir si il peut nous faire quelque chose comme ça. Set attribute, voilà. Element.set attribute. Ok. Has attribute, set attribute. Ok, on va faire comme ça.
submit button point set attribute. Est-ce que ça marcherait mieux? Disabled, on va le passer à true. Très bien. Maintenant, on va voir ce que ça donne. On va retourner là. Là, je vais le désélectionner. Hop. Et maintenant, je ne peux plus sélectionner. Parfait. Et alors, par contre, quand je le resélectionne, je pense pas que ça... Voilà. Malheureusement, il reste désélectionné. Donc, en gros, ce qu'il faudrait faire, c'est lui dire, bah, il faudrait le remettre quand il est bon, quoi. Donc, en gros, je vais lui dire, if is checked, voilà, else submit button.remove attribute disabled. Voilà. Et là, normalement, ça devrait marcher. Voilà, c'est très bien. Et alors ensuite, par contre, je trouve que c'est pas très beau, ça. Hein. C'est vraiment pas beau. Moi, ce que je pense, est-ce qu'on pourrait faire différemment? Set attribute disable. Déjà, est-ce que ce serait bien si on pouvait utiliser la même fonction set disabled qui serait à false? Est-ce que ça marcherait, ça? Est-ce que ça marcherait? Non, ça marche pas. Ok. Donc il faut faire un remove attribute. Ok. Ok, bon, alors dans ces cas-là, check if conditions are accepted. Alors if is checked. Peut-être qu'on pourrait intervertir, peut-être. Hein, on va dire si c'est checké. Voilà, on va intervertir les deux comme ça. Et puis au passage, j'aime pas trop faire du else, je préfère mettre des returns. En gros, je vais lui dire, donc si c'est checké, tu m'enlèves le disabled. Si c'est pas checké, tu me mets un disabled. Moi, j'aime pas trop les else. À la place des else, je préfère utiliser des returns. Et en gros, moi, ce que je fais, c'est que... Donc, en gros, si c'est check, tu me mets submit button pour remove attribute disable et tu return. Et du coup, là, en fait, j'ai même pas besoin de mettre un else ici. Parce que bah, si on atteint la ligne 23, là, ça veut dire qu'on n'était pas dans cette condition derrière. Alors d'ailleurs, même le return, je pourrais maintenant le mettre sur la même ligne, là, comme ça. Et puis du coup, en fait, maintenant, je pourrais même enlever voilà, hop, comme ça. Et on est bien. On fait tout en quelques lignes, là. Voilà, donc isChecked est égal à event.target.isChecked. Voilà. Et attends, est-ce qu'on pourrait même faire différemment? Ouais, on pourrait peut-être même faire if isChecked, return. Non, mais non, voilà, je pense que c'est bien là comme ça. Ok, parfait. Bah écoutez, pour moi là, on est bon. Voilà. Moi, il me semble qu'on est bon. On va essayer à nouveau maintenant de passer tout ça. Hop, c'est parti. Alors, dans le network, où est-ce qu'on était? Alors, attendez. Ah. On était dans le index.html. Voilà, location New York, accepted conditions on, newsletter on. Par contre, lui, si je le mets pas, effectivement, c'est ce qu'on avait vu, c'est qu'il n'apparaîtra pas dans la requête. Voilà, il n'apparaîtra pas dans la requête, le newsletter. Mais pour moi, on est bon. Ok, alors maintenant, on va fermer tout ça. Et conserver les données du formulaire, ne pas effacer le formulaire lorsqu'il ne passe pas la validation. Lorsqu'il ne passe pas de la validation, oui, enfin, par défaut, c'est déjà comme ça. Hein, donc, nous, je pense pas qu'on ait grand chose à faire là. Hein. Imaginez que là, je fais un truc, je fais comme ça et je mets c'est parti. Voilà, le reste des données ne va pas partir. Voilà. Pareil, là, si je le passe à 3 et que lui, je mets pas d'email, pareil, ça va pas partir. Hein. Si je mets A at B, pareil, il n'y a pas de raison que ça parte. Non, pour moi, on est tout bon. La seule chose qui reste à faire maintenant, bah, on va d'une part retirer toutes les différentes values, là, parce que bah, Benoît, machin, tout ça, bah, c'était bien pour le dev, pour le développement, mais maintenant, on n'a plus besoin. Donc, on va chercher Ben, voilà. Donc, Ben, il part. Region, il part. Email, la value, il part. Par contre, vous savez ce qu'on pourrait faire? On pourrait mettre des placeholders à la place. Je vais vous montrer dans une seconde. Ok, tout ça c'est bon. Où est-ce qu'on en est? À combat 1 de tournoi, ouais, j'ai mis 1 par défaut. Pour moi, là, tout ça c'est bon. Ok, très bien. Et on pourrait mettre des placeholders, par exemple à la place du prénom, là, pour aider un peu. Alors, où est-ce qu'il était le prénom? Voilà, on va lui dire par exemple
placeholder, et on va lui dire, veuillez entrer votre prénom. Voilà, ici, vous voyez. Et puis, je sais pas, on va juste mettre par exemple John. Et puis là, on va lui dire en placeholder Doe. Là, dans le placeholder, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire john@doe.com. Voilà. Comme ça aide un petit peu, voilà, ça aide un petit peu les utilisateurs à rentrer des informations sur la page. Vous voyez qu'il y a du texte là, mais dès qu'ils se mettent à taper dedans, ça part. Ok, on est bon. Et puis maintenant, il ne faut pas que cette modale soit ouverte au lancement. Donc là, on va retourner dans notre CSS, voilà. Et puis dans notre CSS, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire, alors, hop, 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 hop. Ah, je vois qu'il y a des formes data error visible true. Ah, il y avait des choses à utiliser. Attendez, on va essayer d'utiliser ça. Je vois qu'il y a form data avec un data error after. Qu'est-ce que c'est que ce data error? Alors, je vois qu'on avait un tas de... Ok, je vois qu'il y avait déjà du style du CSS qui avait été prévu dans le cas où on avait des erreurs. Ok, alors ce data error, d'où est-ce qu'il va venir? Est-ce que ça c'est une fonctionnalité native? Data error, j'ai l'impression que... Alors, content attribute data error. Attribute data error. Content attribute data error. Alors ça c'est... On va chercher un HTML data error. J'ai envie de voir si ça fait partie j'ai envie de voir si ça fait partie des fonctionnalités natives ou si c'est juste du vieux code qui n'a pas été supprimé. J'ai l'impression que c'est du vieux code qui n'a pas été supprimé. Je vais aller sur MDN. Et sur MDN, j'ai envie de voir si ça existe le data-error. Non, il connaît pas. Non, il connaît pas. Donc pour moi, je sais pas pourquoi on a tous ces data errors ici, mais pour moi, ils ont rien à faire là puisqu'ils vont jamais être, vont pas être utilisés. Par contre, ce qu'on pourrait faire éventuellement, je vois que là, en gros, lui là, ce qu'il est en train de chercher à faire, c'est il est en train de chercher à rajouter des, il est en train de chercher à rajouter des propriétés sur un élément qui a une classe form data et qui a un attribut data-error. Donc éventuellement, moi, je pourrais fabriquer voilà, je vais mettre un data error sur le form data et voir ce qui se passe. Donc on va regarder là, je vais regarder où est-ce qu'il est mon form data, il est là. Ah d'accord, donc tous mes form data sont là, ok, donc lui je vais prendre lui là, et puis je vais lui mettre un data error. D'accord, et je vois que ça fait rien. Ok, je vais prendre l'autre. Pareil, ça fait rien. Ok, est-ce qu'il y en a un autre, éventuellement le dernier peut-être? Non, que dalle. Content, attendez, au lieu de mettre attribute comme ça, je vais peut-être lui dire error. Ouais, color, machin, opacity, ah il met un opacity 0, bon je vais mettre opacity 1 pour qu'on puisse le voir. D'accord, donc en fait, ici, là, on est censé avoir error. Ah d'accord, c'est data, d'accord, donc en fait par défaut c'était 0. D'accord. D'accord, et en fait attribute c'est data error, très bien. Donc je comprends en fait. Ça veut dire qu'en gros, d'après ce que je vois, d'une part, ça veut dire qu'il faut qu'ils aient, en gros, le opacity de 0, il va passer à opacity 1 si on a un data error visible qui est true. Donc déjà, je vais prendre lui, là, et puis je vais lui dire que lui, il a un data error visible true. Hop. Et par contre, pour l'instant, il me montre rien, parce que vous voyez qu'en fait, le data error, dans le content, il va chercher la valeur de data error. En gros, c'est attr, data error. D'après ce que je comprends, ça veut dire que notre data error, il faut lui passer une valeur. Donc par exemple, on va lui dire mauvais prénom. Voilà, et là on le voit ici, là. Alors je l'ai mis sur le mauvais form data, mais c'est pas grave. Ok. Mais ok, donc ça veut dire que là, quand il y avait un souci, on aurait pu utiliser ça. Bon, laissez-moi réfléchir, on va peut-être essayer d'utiliser ça.
Pour moi, je vois pas l'utilité d'utiliser ce code, je vois pas l'intérêt d'utiliser ce code puisqu'on a déjà fait toutes nos validations de manière native. Ensuite, s'ils veulent vraiment qu'on l'utilise, ils font un peu chier, mais je pense que on devrait peut-être pouvoir faire quelque chose. Alors attendez, hein, on va chercher form data. Le truc, c'est que comment est-ce que nous on fait pour savoir qu'il y a un data? Euh, on va voir HTML form add attribute on validation failed. Et on va voir si on est capable de rajouter des attributes quand la validation fail. Client-side form validation. Là, you want to get the right data, blablabla. Built-in form. Donc là, je vois tous les built-in form validation. Form validation example. OK. The required. OK. While empty, the input will also be considered invalid, matching the invalid UI pseudo class. OK. Input invalid. Qu'est-ce qu'il dit? Non, pas super. Bon, alors j'ai posé la question à ChatGPT, hein, j'ai dit ça. I am using native HTML validation. How can I programmatically add a class on an element that fails validation? Et il me dit, voilà, en fait, voilà comment tu peux le faire. Donc, imagine que lui, il est required. Et tu veux rajouter une classe qui s'appelle invalid. You can use a procedure for invalid event and then add the class accordingly. Donc, en fait, apparemment, il y a un élément qui s'appelle invalid. Et donc ça, je ne connaissais pas du tout. Et donc en fait, vous pouvez rajouter un event listener de type invalide. Et ça, je ne savais pas du tout qu'on pouvait faire ça. Et ben écoutez, on va tester ça. J'espère qu'il dit pas des bêtises, hein, parce que parfois ChatGPT il dit des choses et c'est pas vraiment vrai. Mais on va utiliser donc par exemple, alors j'ai vu qui est-ce qui était required. Alors on va dire le prénom. Le prénom, vous voyez qu'il fallait, donc il est required, il a une minimum length de 2. Et donc est-ce qu'il a un ID? Voilà, il a un ID de first. Eh ben, on va prendre donc bah, first. Const first name input est égal à document.querySelector first. Pareil, je vais lui dire s'il ne trouve pas, hop, new form input, non, first name input. Voilà. Et puis je vais lui rajouter un first name input.add event listener. Et en gros, là, je vais lui dire invalid. Et puis, on va voir si ça existe vraiment, hein, ce console log. Alors, attendez, hein. Bah, je vais dire console.log first name is invalid. Faisons ça. Est-ce que ça marcherait? Je vais aller voir ici. Et donc, si je tape juste une lettre, hop, A, et que je mets go. Ah, d'accord. Il me dit first name is invalid. D'accord, c'est super intéressant. Donc, en fait, c'est quand vous voulez soumettre le form, c'est quand vous voulez soumettre le formulaire qu'en gros, il y a un élément, il y a un event invalide qui va être déclenché. Bon, bah écoutez, c'est parfait. Dans ces cas-là, nous, ce qu'on peut faire, c'est de dire, bah, quand on cherche à soumettre, et ben, tous ceux qui ont une classe invalide, en gros, alors attendez, tous ceux, ouais, on va mettre des listeners invalides sur chacun d'entre eux. Bah écoutez, on va faire comme ça, hein. Alors, comment est-ce qu'il s'appelle? On a first, last. Bon, on va faire comme ça, hein. Bon, const last name input, voilà. Email, birth date, quantity, city. Ouais. Je pense pas que c'est cela. Attendez. Quantity input. Ouais, voilà. Bon, bah, écoutez, on va lui dire if last name input égale à nul. If email input, if birth date input, if quantity input. Alors, sachant que là, à chaque fois, tac, 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 on va quand même changer le message comme ça. Et qu'est-ce qu'on va faire? Alors, tout ça, on mettra ça dans. On refactorera un peu plus tard, hein. Alors, if in last name input, blablabla, if first name input add event listener invalid. Voilà, et donc pour tous ces événements-là, donc on va prendre. Je vais tous les mettre dans une array, ce sera plus rapide. Donc je vais dire first name input,
first name input, last name input, email input, birthday input, quantity input. Et pour chacun d'entre eux, voilà, je vais rajouter un input.addEventListener, addEventListener invalide, et puis je vais lui dire, hop, je vais lui dire console log input is invalid. Alors, donc par exemple, là si je lui dis A, là j'en ai 4 qui sont invalides. Parce qu'en gros j'ai le premier, j'ai le deuxième. Là si je fais ça, là j'en aurai que 3. D'accord. Effectivement, là vous voyez, hop, là j'en ai que 3. Là si je fais comme ça, là normalement j'en aurai que 2. Voilà. Là si je fais mon AZD, normalement j'en aurai plus. J'en ai encore 2 parce que c'est pas de la bonne forme. Est-ce que si je fais ça, ça marche? Non, parce que c'est pas encore le bon pattern. Voilà, là si je fais ça normalement, voilà, j'ai plus qu'un seul input qui est invalide. Et c'est lequel qui est invalide? Je pense que c'est la date de naissance. Si je fais ça, voilà, là il est bon. Ok, alors bah, pour chacun d'entre eux, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? First name input, last name input, email input. Bon, ça va être un petit peu compliqué, je pense, si je fais avec une loop. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire tout ça. Ouais, oh, je vais retirer le for each. Hein. Je vais retirer le for each. Hop. Puis on va prendre tous ces machins là. On va faire comme ça. Hop. Et puis on va lui dire hop. Point add event listener de type invalid. Et puis pour chacun d'entre eux, on va leur dire au lieu de là le listener, on va leur dire que ce sera marque invalide. Voilà. Pour chacun d'entre eux, on va lui dire toggle error message. Voilà. Et on va fabriquer notre fonction toggle error message. Et là, dedans, on va lui dire console.log toggle error message. Donc là, en gros, maintenant, pour chacun d'entre eux, pour le first name, le last name, le email, le birth date, le quantity, il n'y a pas besoin en fait, hein, parce que le quantity par défaut, c'est 1, il me semble. Donc pour les 4 là, ben, on pourra lui dire qu'il y aurait on pourra lui dire qu'il y aura un petit problème. Alors, qu'est-ce qu'on va lui dire? Alors, le toggle error message, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va lui dire... Autant que je me souvienne, ce qu'on voulait, c'était utiliser ces classes qui existaient déjà là. Hein. Le data error, donc on voulait mettre un data error. Et donc, par exemple, on va lui dire data error. Alors, déjà, il faudrait savoir sur lequel on a cliqué. Donc là, on est dans form data error. Ok. Et alors dans data error, donc en gros, il faut que ce soit des éléments qui soient à l'intérieur de form data, mais bon, ok, ça c'est bon. Et il faudrait déjà que notre élément, on lui rajoute un data error. Déjà, pour savoir, il faudrait savoir quel élément, l'élément sur lequel on a cliqué. Bah là, vous vous souvenez qu'en fait, ça s'appelle target. C'est en gros, ça s'appelle event.target, et là, vous savez sur quoi vous avez cliqué. Là, regardez, si je log mon target, enfin, pardon, excusez-moi, pas celui sur lequel vous avez cliqué, c'est celui sur lequel l'événement a été lancé. Donc, par exemple, si je fais un A, hop, comme ça, a@b.com, là j'aurai une erreur de validation parce que la date de naissance est vide. Je vais faire c'est parti, et là vous voyez que le target, voilà, il me dit lequel qui est mauvais. Donc c'est très bien, et alors maintenant ce que je pourrais lui dire, bah, qu'en gros, pour le target, alors évidemment, maintenant, regardez, si lui j'enlève le email et que je fais ça, hop, là j'en ai 2. Hein. C'est-à-dire que là j'en ai 2 qui sont mauvais. Donc bah, pour chacun de ces deux-là, il faudrait que je leur rajoute un data error. Alors je vais lui dire target.setAttribute. Donc je crois que c'est data error. Et qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire wrong input. Donc je vais faire ça. Donc là maintenant, vous allez dire que je vais regarder les éléments. Là, je vais faire OK.
Et là, si vous regardez à l'intérieur du div, dans le div, voilà, vous voyez que là, j'ai un data error qui est wrong input. Par contre, malheureusement, il ne m'affiche encore rien. Pourquoi est-ce qu'il m'affiche rien? Alors, on va voir. Puisque si je regarde dans mon modal.css, il me dit que quand il y a un data error, il va essayer de m'afficher quelque chose. Alors, je vois que le content qui va chercher à m'afficher, ça va être la valeur de ce data error. Donc, en l'occurrence, c'est wrong input. Par contre, il est en opacité 0. Et moi, ce que je veux voir, c'est il faut que je le mette en data error visible à true. Ok, écoutez, on va faire ça. Dans ces cas-là, je vais lui dire data error visible true. Alors, on risque d'avoir un problème aussi parce que il faut que le data error il soit sur le form data. Or là, en l'occurrence, vous voyez que le form data, c'est le parent. Donc en fait, c'est le parent qui est censé avoir un data error. Ouais, là, on va avoir un petit problème parce que c'est le data error, il faut que ce soit sur le form data au-dessus. Donc en gros, il faut que ce soit sur le parent. Bon, écoutez, dans ces cas-là, on va lui dire target est égal à event.target, et puis on va lui dire const parent est égal à target.parentElement, voilà. Et puis là, je vais lui dire parent.setAttribute data error wrong input, voilà. Donc là, on va réessayer à nouveau, je vais lui dire paf. Donc là, on voit bien que cette fois, j'ai bien mon form data avec un data error de wrong input. Par contre, on n'a toujours pas le message, puisque on avait vu que dans le modal.css, il faut l'opacité de 1, en fait, par défaut, donc on a une opacité de 0, et pour avoir une opacité de 1, il faut aussi qu'on mette data error visible qui est égal à true. Donc on va faire ça aussi, et on va lui dire parent.setAttribute, et alors data error visible, virgule, qui est égal à true. Et ça, normalement, ça devrait nous afficher. Voilà, si je fais ça, hop, voilà. Maintenant, pour chacun d'entre eux, on voit bien qu'ils ont le wrong input qui arrive là. Ok, c'est parfait. On pourrait faire une taille un peu plus grande quand même, hein, sur le modal.css. On va lui dire quand même que le font size, moi j'aimerais bien lui mettre à 1 EM, parce que sinon on voit que dalle. Voilà, wrong input. Bon. Et puis, qu'est-ce qu'on voudrait faire maintenant? Alors, si je fais blablabla, et que je reselect, alors lui, vous voyez, en fait, il part pas le wrong input. Donc en gros, ce qu'il faudrait faire, c'est que il faudrait qu'on le retire, hein, je pense, non? Est-ce qu'il faudrait qu'on le retire? Alors je sais pas s'il faut qu'on le retire parce que quand on reclique, non mais en fait lui il est bon. En fait c'est l'autre qui est mauvais, hein, effectivement. Ça veut dire que non, il faudrait qu'on le retire. Il faudrait qu'on le retire en fait. Donc en fait c'est quand le invalide, ok, il est pas bon. En fait ce qu'il faudrait aussi qu'on fasse, c'est que quand on fait un submit, à chaque fois qu'on fait un submit, on va retirer tous les data errors en fait. Je pense que quand on fait un submit, il faut qu'on aille chercher tous les form data et on va tous leur dire que on va leur retirer ça en fait, hein. Je pense qu'on peut faire ça. Alors, par contre, comment est-ce qu'on fait pour faire ça? Ouais, en fait, non, ça va être un peu plus compliqué de faire ça parce que ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on enlève ce bouton et qu'on mette notre propre bouton à la place avec notre propre fonction qui va régénérer la requête HTTP. Écoutez, moi je pense que c'est un peu nul. Moi, ce que je vous propose de faire à la place, on va réfléchir en mode paresseux. Et ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va lui dire parent.setAttribute wrong input machin. Et au bout de 3 secondes, ça va partir. Et donc en fait, on va lui dire display error message. Donc ça, je vais plutôt l'appeler display error message. Non, en fait, non. Vous savez quoi, je vais l'appeler flash error message. Parce qu'en gros, il va juste flasher un message et il va ensuite le faire disparaître. Et donc en gros, je vais lui dire un set timeout. Et alors le set timeout, en gros, vous lui passez une fonction et un intervalle. Donc je vais lui passer un intervalle de 2000 millisecondes. Et puis ensuite, là, je vais lui dire remove. Et puis là, je vais lui dire en gros remove error messages. Et là, je vais faire ma fonction remove error messages. Et en gros, je vais lui dire va chercher tous les form data. En gros, je lui dis va chercher tous ceux. Non, tout simplement, va chercher tous les éléments qui ont un data error et un data error visible.
et tu me les passes à faux. Voilà. Et donc je vais lui dire, voilà, error messages égale à document.querySelector. Donc c'est ceux qui ont un data error. Euh, voilà. Hop, hop, hop. Donc tous ceux qui ont un data error et qui donc aussi également auront un data error visible, bah, en gros je vais leur dire bah, pour chacun d'entre eux, tu vas prendre l'attribut data error. Voilà, error message.remove. On n'a même pas besoin de la deuxième ligne, hein, je vais lui dire tu vas me retirer l'attribut data error. On va voir si ça marche maintenant. Je vais faire A. Vers c'est parti. Donc là, hop, il me met wrong input. Et voilà. Et il va disparaître. Et du coup, ensuite, si je reclique, hop, voilà. Et donc quand je fais ça, bam, on est bon. Bam, on est bon. Bam. Par contre, il a encore la bordure rouge. Pourquoi est-ce qu'il a encore la bordure rouge? Ah, parce que c'est data error visible true. D'accord, donc il faut aussi qu'on lui retire le data error visible true. Très bien. Bon, alors dans ces cas-là, on va lui dire que error message. On va lui retirer le data error visible aussi. Voilà. Donc là, si je fais ça, hop, ça part. Hop, c'est bon. Hop, voilà. Voilà. Bah écoutez, pour moi, on est bon. C'est pas super, voilà, c'est pas super, mais il me semble que c'est pas trop mal. On aurait pu aussi le faire sur. Non, non, le invalide, non, mais c'est bien. Voilà. Bah écoutez, pour moi là on est à peu près bon. Alors par contre tout ça c'est un peu très moche. Donc maintenant moi ce que je vous conseille de faire, c'est on va. Voilà. Alors, déjà toutes les fonctions on avait dit qu'on les mettait en bas. Donc tout ça on va le mettre plus en haut. Voilà. Voilà. Fonction remove error messages, machin. Donc toutes les fonctions on les met en bas. Donc c'est bon. Du coup on a juste besoin de regarder tout ça là-haut là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi? Document.querySelector. Regardez un truc que j'aime bien faire aussi, c'est vous pouvez renommer vos fonctions. Ouais, par exemple, donc const qs est égal à document.querySelector. Voilà. Et const query QSA est égal à document.querySelector all. Donc ensuite, partout où vous voyez document.querySelector all, vous mettez juste QSA. Sinon, là, hop, là on met juste QS. Vous avez le droit de faire ça. Parce qu'en fait c'est juste du renommage. Hein. C'est juste du renommage, vous pouvez faire ça. Bon, moi j'aime pas trop parce que c'est pas très lisible, mais il y a des gens qui font ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors tout ça, tous ces machins là, peut-être qu'on pourrait mettre... Est-ce qu'on pourrait mettre tout ça dans une fonction? Ouais, on pourrait peut-être faire comme ça. Tout ce qui est query selector all, je vais le mettre en bas. Voilà. Et puis, comment est-ce qu'on pourrait faire tout ça? Bah, je pourrais lui dire, voilà, regardez, je pourrais prendre tout ça. Hop. Alors, regardez, hop, const, machin, on va faire du destructuring. Et ça, ce sera égal à... Alors, attendez. Je sais que ça va vous faire un peu peur au début, mais en fait, c'est une manière assez pratique d'écrire. Voilà, donc c'est égal à... Ah merde, attendez. Là, j'ai oublié les guillemets. Attendez. En fait, ce qu'on va faire... Attendez, je vais prendre le document query selector qui est là. Voilà. Hop, je vais prendre les guillemets. Puis là, je vais mettre tout ça dans un... Voilà, comme ça. Attendez, je vais commenter tout ça. Alors, bien sûr, faut pas oublier les... Hop. Les virgules. Et puis là, on va dire la même chose. Hop.
Vous allez voir ce que je suis en train de faire, hein. Virgule. Voilà. Donc en gros, je vais leur dire que voilà, tous ces machins-là, c'est toutes ces strings mappées de éléments devient document.querySelector E. Voilà, donc là en gros, j'ai écrit ça en une seule ligne. Et même ça, en fait, à la limite, j'aurais pu faire ça. Hmm, j'aurais pu mettre ça dans une fonction, en fait. Hop. Fonction.getElements from page. Et en gros, on pourrait lui dire que lui va recevoir un nombre indéfini d'arguments. On va appeler des selectors, par exemple. Voilà. Et ensuite, je vais lui dire const machin est égal à get elements from page avec tout ça. Voilà, donc ça, hop, pareil, je peux le mettre tout en bas. C'est un petit helper. Alors pourquoi j'ai mis 3 points? En gros, 3 points, ça veut dire qu'il y aura un nombre d'arguments que je ne connais pas, hein. C'est du destructuring. Voilà, donc j'ai mes const machin est égal à getElements from page. Const button. Ensuite là, pareil. Non, bah écoutez, il me semble qu'on est bon. Voilà, bah écoutez, c'est pas super propre, mais ça va à peu près. Je pense que si c'était que moi, là, je séparerais tout ça dans plusieurs fichiers différents, mais bon, il me semble qu'on est à peu près bon. Donc en gros, voilà, donc on a pris on a récupéré des éléments de la page. S'il y en avait un seul qui n'était pas bon, ben on mettait une erreur. Ensuite, tous ceux qui sont invalides, ils vont flasher un error message. Quand on a un checkbox, on va écouter sur le change, il va checker si les conditions sont acceptées. Les modals button for each, pour chacun des modal buttons, on va écouter le clic pour ouvrir la modale. Pour closer la modale, et ben pareil, on va appeler le close modal. Voilà, je vais pusher ce code là pour que vous ayez accès. Mais normalement là, on a un truc qui marche à peu près bien. Ah, non, non. Qu'est-ce qui se passe? Hop, live server. Non. Alors attendez. Ah oui, je suis sur le hop, c'est lui qu'il faut ouvrir. Allez. Voilà. Alors, on a un souci. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe? Console. Qu'est-ce qui se passe quand je clique là? Non. Bon, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai dû faire une erreur quelque part. Bon, écoutez, hop, on va annuler tout, on va remettre tout comme c'était. Voilà. Non? Bizarre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il me semble que c'était le close. Alors, close modal button. Ok. Est-ce qu'on a un close modal button quelque part? Close modal button. Ouais, il y est. Très bien. J'ai mis un add event listener click sur le close modal. Ok. On va lui dire de loguer quelque chose quand on clique dessus. On va voir au moins si ça existe. Très bien. Ok, il me log bien le machin. If modal background machin, modal background.classlist.remove active. Alors c'est quoi le modal background? C'est document.querySelector background. Ok, est-ce qu'il existe? Il est là. Et alors, qu'est-ce qu'on avait dit? Alors en background, alors il est en display block. Ah oui, parce que par défaut je l'ai mis en display block. Oui, effectivement, parce qu'on était en dev. Oui, oui, donc attendez, je vais retourner dans mon modal.css. Et donc, puisque là, on n'est plus en dev, hop, je vais rechercher mon bloc. Voilà, hop, il est là. Voilà, et donc par défaut, on va le remettre en display none. Voilà. Et donc par défaut, il est en display none. Et puis ensuite, quand on clique, là, il s'ouvre. Et puis ensuite, quand on le retire, il s'en va. Parfait, ça marche comme ça. Ça marche aussi en bas. Si je fais ça, il marche. Si je fais A, voilà, wrong input. Voilà, là on est bon, là on est bon, là on est bon. Là, hop.
Voilà. Bah, il me semble qu'on est bon, hein. Voilà, je vais faire tout ça. Si ça, on le clique pas, on peut plus le cliquer. Voilà. Et puis ensuite, une fois qu'on est bon, on clique c'est parti. Et là, on devrait avoir tout ce qu'il nous faut. Le first, le last, le email, le birth date, le quantity, location New York, accepted condition on, newsletter on. Ouh, ok, voilà, bah écoutez, on a vu pas mal de choses. Je vais uploader le code, tout ça. Et puis, bah, bon courage pour la suite.